Notre dossier du jour intitulé « Bien-être animal, où en est-on ?» Réponse avec nos invités. Et pour répondre à cette question, ce matin, Jocelyne Porcher, zootechnicienne, une sociologue et directrice de recherche à l'INRA Montpellier, que je salue, qui est en visioconférence avec nous. Merci d'être là. Et puis Xavier Bonnard de la SPA Marseille. Merci à vous deux. On regarde ensemble ce reportage avec quelques chiffres concernant le bien-être animal en France et on se retrouve juste après pour en débattre. Ces poussins broyés, c'est ignoble. Et la chasse à la glu? Plus de 2/3 des Français se montrent favorables à l'amélioration du bien-être des animaux. 77% sont par exemple favorables à l'interdiction de l'élevage des animaux pour leur fourrure, 72% pour l'arrêt de la vente des animaux de compagnie, seuls 18% défendent la chasse à courre. Mais malgré une opinion en attente de mesures concrètes, la France est considérée comme la lanterne rouge en matière de défense du bien-être animal. Bien que réclamés par les associations de protection animale, nous n'avons pas de ministère ou de secrétariat d'État dédié à cette cause. C'est le plus souvent à l'échelon européen que les progrès se font. Mais à force de vidéos chocs tournées par des militants très actifs, montrant la maltraitance dans certains abattoirs, et conscient de l'état de l'opinion, le gouvernement a prévu dans son plan de relance une enveloppe de 250 millions d'euros destinée à moderniser les abattoirs et à aider les éleveurs à sortir de l'élevage intensif. Autre bonne nouvelle, les animaux sauvages dans les cirques itinérants vont progressivement être interdits, de même que la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums inadaptés, ou encore les élevages de visons pour leur fourrure. Par ailleurs, la fin de la castration à vif des porcelets et du broyage des poussins est prévue d'ici fin 2021. Bien-être animal, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bien, voilà des méthodes qui devraient, pour certaines d'entre elles, disparaître assez rapidement, comme on l'a vu dans ce reportage. Alors tout d'abord, Jocelyne Porcher, vous êtes zootechnicienne et sociologue à l'INRA de Montpellier. Ça consiste en quoi exactement ce métier de zootechnicienne ? J'ai une formation de zootechnicienne, mais je suis plutôt sociologue là maintenant. Et donc je travaille sur les relations de travail entre humains et animaux. Alors justement, c'est ce qui nous intéresse pour cette partie, le bien-être animal. Où en est-on aujourd'hui? Alors on a tous en tête effectivement les images de l'association L214, ces poussins broyés, ces vaches qui sont très maltraitées. Est-ce que c'est marginal ou est-ce que ça régresse ou est-ce que ça augmente ce type de traitement des animaux? Personnellement, je travaille sur la violence dans les systèmes industriels depuis une trentaine d'années et je pense qu'il faut bien faire la différence entre l'élevage et les productions animales. L'élevage, c'est un rapport historique de travail avec les animaux qui inclut le respect des animaux et par exemple les images qu'on vient de voir, c'est pas de l'élevage. Les systèmes industriels, ils ont 150 ans et ils sont construits sur le déni de l'existence des animaux et leur statut de machine. Donc effectivement, sortir des systèmes industriels, c'est une nécessité. Et depuis qu'ils existent, en fait, c'est depuis vraiment qu'ils ont été mis en place dans les années 50-60 en France, c'est une nécessité de les en sortir. En même temps, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qui n'est jamais abordé, que ce soit dans le cirque, en élevage, dans les productions animales, dans les zoos, tout ce qu'on vient de voir là, qui remettent en cause, c'est la question du travail. Qu'est-ce qu'on fait avec les animaux domestiques et avec les animaux sauvages apprivoisés, par exemple avec un lion dans un cirque ou un éléphant, on travaille. Et je pense que c'est la question du travail qui est centrale dans nos liens aux animaux domestiques. D'ailleurs, les animaux domestiques, ce qui les caractérise, c'est le fait d'être au travail avec nous. C'est ça un animal domestique, c'est un animal qui est dans la maison, mais dans la maison, pourquoi faire comme nous? Dans la société, pour travailler. Donc... Par exemple, le travail d'un chien. Alors, le travail d'un chat, éventuellement, c'est de chasser les souris dans la maison. Le travail d'un chien, il a un vrai travail, c'est de nous rendre heureux, finalement, ces chiens? Là, écoutez, c'est dit dans sa fonction, puisqu'on dit que c'est un animal de compagnie. Donc sa fonction, c'est quoi? C'est la compagnie. Et cet animal, c'est pas du tout naturel d'être avec nous, d'être sage, de pas aboyer. C'est tout un travail de sa part, un travail sur soi notamment. C'est très difficile d'être un animal de compagnie, d'être un chien de compagnie. C'est un travail, c'est pas du tout spontané, c'est pas du tout naturel. Il faut apprendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des problèmes avec certains animaux, certains chiens de compagnie, c'est qu'on leur a pas appris
le travail, c'est quoi leur travail de compagnie, c'est quoi les règles, c'est comment on apprend ça à un chien. Alors, ce qui nous intéresse quand même, moi je reviens sur ces images d'abattoirs, etc. Est-ce que globalement, aujourd'hui, on fait ce qu'il faut pour qu'on ne voit plus ces images ? Non, je crois qu'on ne fait pas ce qu'il faut, et pour la bonne raison justement qu'on est centré, et depuis très très longtemps, depuis les années 60 en fait, depuis la publication du rapport Brambell qui a défini les 5 libertés des animaux dans les systèmes industriels. La question du bien-être animal, il faut voir qu'elle est liée au système industriel, elle est née en même temps. Dans les années 60, en Angleterre, on développe le système industriel et en même temps apparaît cette question de l'animal welfare, traduit en français par bien-être animal et pris en main par les biologistes. Cette prise en main par les biologistes a centré la question du bien-être sur des données biologiques en excluant justement la question de la relation avec les humains et la question du travail. C'est très important si au lieu de réfléchir en termes de bien-être animal dont on ne sait pas ce que c'est en vérité et puis de se dire mais c'est quoi les conditions de travail des animaux? Parce que là ça change tout, là, les vaches qu'on a vues par exemple, les vaches laitières, c'est quoi leurs conditions de travail? C'est quoi les conditions de travail des poules? C'est quoi leur milieu de vie? C'est quoi leur relation de travail avec les humains? C'est quoi les règles de travail? Qu'est-ce que les animaux peuvent attendre du travail? Qu'est-ce que le travail leur donne? Qu'est-ce que le travail leur retire? Donc on ne se pose pas les bonnes questions. Non, on ne pose pas les bonnes questions. Bon, alors, on ne va pas régler le débat en quelques minutes parce que malheureusement, on a trop peu de temps. J'aimerais qu'on parle maintenant de ces animaux de cirque. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous êtes sociologue, les êtres humains sont prêts globalement à ne plus voir d'animaux dans les cirques? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous, la sociologue, ou une mauvaise chose, dans le sens où vous dites, si on considère que c'est un travail pour l'animal d'être un acteur de cirque, eh ben, il a peut-être toute sa place au cirque alors? Eh bien oui, tout à fait. Ce qui compte, c'est pas le... déjà, il faut redire quand même que les animaux au cirque actuellement, c'est des animaux apprivoisés. C'est des animaux qui, pour la plupart, sont nés au cirque. Et donc, ils sont apprivoisés, ils sont dans des liens très forts avec leurs humains. Et d'ailleurs, ce qui se passe actuellement d'euthanasie, de mise à l'écart de ces animaux, c'est très triste, quoi. Parce que derrière le cirque, il y a des savoir-faire, il y a de la culture. Je pense que ça, c'est fondamental, mais c'est vrai aussi en élevage. L'élevage, je parle du vrai élevage, pas de production animale. Il y a de la culture derrière, il y a de l'histoire, il y a des savoir-faire relationnels avec les animaux, il y a des compétences des animaux. Les animaux apprennent des choses. Alors, ça ne veut pas dire pour rien changer. Justement, la question du travail, elle permet de poser ce que vous avez mis dans votre petite introduction, la retraite des animaux, par exemple. Si on parle de travail, du coup, on peut parler de retraite des animaux. Les animaux travaillent, quand est-ce qu'il y a des pauses? Quand est-ce qu'on sort du travail? Quand est-ce que le travail commence? Quand est-ce que le travail finit? Et c'est vrai pour les animaux de zoo, pour les animaux de cirque, pour les animaux de ferme. Et à partir de là, on traite mieux les animaux et on verra ça tout à l'heure pour boucler ce que vous avez dit avec Virginie Dubois, qui découvre avec nous ce matin depuis Saint-Rémy-de-Provence cet élevage de poules réformées. Elles ont 18 mois. Ce sont des poules pondeuses, mais qui vont avoir droit à une retraite. Elles ne vont pas aller à l'abattoir puisque une opération qui s'appelle Adopte une poule est en train de se mettre en place et on va voir comment, là aussi, on peut leur rendre leur fin de vie plus douce. Merci beaucoup à vous de nous avoir parlé depuis Montpellier, Jocelyne Porchet. On va maintenant enchaîner avec Xavier Bonnard de la SPA, avec un nouveau combat pour la SPA, Xavier. La SPA qui veut interdire la vente d'animaux en animalerie et sur Internet entre particuliers. Alors vous avez lancé notamment une campagne avec un clip et également une pétition qui circule sur Internet. Pourquoi décider que les animaleries ne peuvent pas vendre des animaux? Parce que ça paraît presque logique qu'une animalerie vende des animaux. Alors oui, on a étudié, vous pensez bien, énormément le cas, à force d'avoir des dénonciations de personnes qui se rendaient dans certaines animaleries où l'hygiène n'était pas respectée des animaux et la consanguinité, l'état de confort pour conserver un animal, etc. Il faut savoir que les animaleries, pour la plupart, sont là pour faire du profit. Alors que nous, on n'est pas là pour faire du profit, on est là pour essayer de replacer des animaux dans leur contexte, c'est-à-dire dans des familles aimantes qui veulent les adopter. Vous, à la SPA. Nous, à la SPA, mais je parle au nom de tous les refuges animaliers du secteur. Quand vous venez à la SPA ou dans un refuge animalier, c'est pour adopter un animal. Vous vous en fichez de la couleur, de la taille ou de l'âge. Vous voulez déjà sauver un être vivant.
Et merci de le faire dans nos refuges. Voilà, alors moi je vois défiler le clip en ce moment, on va pouvoir le laisser encore quelques instants à l'image, c'est ce clip qui montre justement toutes ces façons de trouver des animaux en animalerie, des poissons dans des sachets, alors on va jusqu'à l'animal dans un distributeur automatique, mais ça c'est pour le clin d'œil. Vous me dites, quand on achète un animal en animalerie, il n'y a pas de traçabilité. Alors là, j'ai été vraiment étonné quand vous m'avez dit ça. Alors oui, c'est pas traçable, alors que quand on va à la SPA, il y a une traçabilité. C'est quoi la différence? Il y a deux facteurs qu'il faut retenir. Quand vous rentrez dans une animalerie, vous rentrez comme dans n'importe quel magasin, vous pouvez acheter une paire de chaussures. La différence, c'est que là, ce sont des animaux qui ont besoin d'amour. Et sur un coup de tête, vous pouvez acheter un chat, un chien, un poisson, un oiseau, etc. Et on ne vous demande pas votre pièce d'identité pour acheter tel animal. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez en acheter 1, 2, 5 ou 10. Du moment que vous payez, vous pouvez les emporter. Alors comment ça se passe dans un refuge? Quand vous voulez acheter un animal, chez nous, on n'emploie pas le terme acheter, on dit adopter. Vous rentrez et le soigneur animalier qui va vous faire la découverte du refuge va essayer de vous trouver un animal le plus adapté à votre situation, votre environnement. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que vous avez un jardin? Est-ce que vous avez un appartement, etc. Et on vous demandera, d'où la traçabilité, carte d'identité, certificat EDF de la maison pour pouvoir vous faire une fiche d'identification qui relève toutes ces coordonnées, car en cas de perte, de vol ou autre chose, on pourra retrouver plus facilement le propriétaire et lui ramener son animal. Alors que dans les animaleries, malheureusement, presque un animal sur deux qui est acheté en animalerie finit dans des refuges de protection animale comme la SPA. Et il n'est pas forcément identifié parce que vous avez dit en animalerie, on peut donner un faux prénom, un faux nom et l'animal appartient finalement à personne. Autre chose, on arrive dans les périodes de fin d'année, vous m'avez dit halte, on le répète chaque année à cette même période, aux animaux cadeaux. L'achat d'impulsion, ça ne va pas avec un animal, on est d'accord? Alors, exactement. L'impulsivité pour acheter un être vivant, c'est compliqué à comprendre pour nous. Tout à l'heure, je rebondirai, si vous voulez, sur la dame qui a intervenu juste avant. Mais là, pour les cadeaux impulsifs pour Noël, prenez toujours votre compagne ou votre compagnon pour aller acheter un chat ou un chien ou un oiseau, puisque malheureusement, on se rend compte que quand monsieur ou madame veut faire plaisir à son concubin ou sa concubine, et qu'il achète un animal et que le jour de Noël, il lui offre, eh bien, ça ne matche pas à tous les coups, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il fait cette personne? Il vient à la SPA et il dépose, et il abandonne cet animal de race ou peu importe. Et malheureusement, ce chiot ou ce chaton n'a rien demandé pour se retrouver dans un box chez nous. Voilà, et en parlant de chatons, on va terminer là-dessus. Un chat, en 7 ans, ce sont 10 000 descendants. Alors ce chiffre, il est impressionnant. Et donc quand on adopte un chat, évidemment, s'il n'est pas stérilisé, on le fait stériliser. Ça, c'est vraiment, c'est pas de la maltraitance. Exactement. Au contraire. Vous savez que dans nos foyers en France, nous avons 9 millions de chiens. C'est énorme. Sur les chats que nous possédons en France, seulement 25% des chats sont stérilisés. Donc vous imaginez la prolifération qu'on peut faire. Alors dans certaines villes, la stérilisation est fortement recommandée. La ville de Marseille, par exemple, joue le jeu de stériliser tous ces chats errants. Toutes les communes environnantes ne sont pas encore au fait de faire les stérilisations, mais ça arrive, c'est un projet. Et nous, la SPA de Marseille, on se défendra et on aidera toutes les communes qui veulent stériliser les chats errants du territoire. Merci beaucoup à vous, Xavier Bonnard. Et puis voilà, le message est bien passé. Si vous souhaitez adopter un animal et pas forcément acheter un animal, allez plutôt à la Société protectrice des animaux ou autre association de ce type, plutôt que dans une animalerie. On va parler d'amour et pas de commerce là, pour ce coup-là. Merci à vous.